Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien mes diapos? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Parfait. Eh bien, donc merci infiniment de cette invitation et de la possibilité d'intervenir à distance. J'aurais vraiment souhaité être avec vous, mais pour une raison familiale, je ne peux pas. Donc cette présentation s'appuie sur les récents rapports du GIEC, notamment les rapports de 2021 et 2022. Pour démarrer, je montre ici l'évolution de la température à la surface de la Terre depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui, 1,1 degré de réchauffement dû à l'influence humaine sur le climat. Et en ce qui concerne l'évolution de la température à la surface de la Terre, son évolution future va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir. Il est possible, d'ici quelques décennies, de stabiliser le niveau de réchauffement à condition d'avoir des baisses massives d'émissions de gaz à effet de serre. Et l'évolution de la température se stabilisera lorsqu'on atteindra des émissions mondiales de dioxyde de carbone qui soient à zéro net. Les politiques publiques actuelles, s'il n'y a pas davantage d'actions dans le monde, elles impliqueraient un réchauffement qui se poursuit tout au long de ce siècle, dépassant 1,5 degré dans les prochains 20 ans, 2 degrés d'ici 2050 et atteignant proche de 3 degrés en fin de siècle. Donc, les rapports du GIEC en quelques mots. Donc, le GIEC ne fait qu'une évaluation de l'état des connaissances à partir des éléments factuels dans les publications scientifiques. Des progrès considérables ont ainsi été observés pour la compréhension des facteurs qui conduisent à la montée du niveau de la mer, mais aussi sur la capacité à projeter son évolution future, ainsi qu'une évaluation des impacts et des risques associés, ainsi que des leviers d'action, parmi tous les autres aspects liés au changement climatique. Donc, je veux juste souligner les contributions notamment de la recherche française pour ces différents aspects et remercier les scientifiques français qui ont notamment contribué à la rédaction des rapports comme auteurs principaux, comme contributeurs, comme relecteurs. Ces rapports du GIEC faisant l'objet d'une relecture en plusieurs étapes par la communauté scientifique, mais aussi pour les résumés pour décideurs, par les experts nommés par les différents gouvernements, ce qui en fait un socle scientifique commun, reconnu par tous. Alors, dans le contexte mondial, nous sommes devant une action pour le climat qui est montée en puissance, avec notamment une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre dans une trentaine de pays, comme en France, une montée en puissance des actions d'adaptation, notamment à travers des stratégies et des plans d'action à l'échelle nationale, comme aux échelles régionales et à l'échelle de très nombreuses villes dans le monde, souvent incrémentielles, généralement pas transformatrices. Et puis on a également des ruptures qui permettent notamment de produire de l'électricité bas carbone ou de substituer l'électrification et l'utilisation de batteries à l'utilisation d'énergies fossiles pour les transports. Mais malgré ces avancées, nous sommes devant une situation d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui ont encore atteint un record au cours de la dernière décennie. Sur ce graphique, vous avez les différentes tendances par rapport à 1990 des principaux gaz à effet de serre. Les nombres qui sont représentés en bleu indiquent leur équivalent sur 100 ans par rapport au dioxyde de carbone pour avoir une mesure de ceux qui pèsent le plus vis-à-vis de l'évolution du climat. Donc le premier facteur, ce sont les émissions de dioxyde de carbone, notamment du fait des énergies fossiles, et de l'effet net de l'utilisation des terres, notamment la déforestation. Depuis ces évaluations, donc, il y a eu une baisse temporaire pendant la pandémie de Covid-19 et les émissions mondiales sont fortement reparties à la hausse en 2021 et également pour le premier semestre 2022. Le deuxième facteur qui pèse le plus, ce sont les émissions de méthane, un gaz à effet de serre puissant mais avec une durée de vie courte dans l'atmosphère, des émissions qui ont été tirées à la hausse, notamment par les fuites associées aux énergies fossiles, mais également par l'augmentation de l'élevage de ruminants. Par ailleurs, donc, si l'on regarde les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, il y a bien sûr des responsabilités très contrastées.
des responsabilités historiques des pays développés, une forte croissance dans les pays émergents, et puis les 10% des personnes les plus riches dans le monde pèsent pour environ 40% des émissions de gaz à effet de serre, tandis que la moitié de la population mondiale qui a les revenus les plus contraints ne représente qu'environ 15% de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, nos rejets de gaz à effet de serre entraînent une accumulation de chaleur dans le système climatique. Cette répartition de la chaleur supplémentaire qui ne part plus vers l'espace est maintenant bien comprise. Donc, c'est une avancée considérable et qui a notamment été permise par une meilleure observation du contenu de chaleur de l'océan grâce au réseau d'observation océanique. Donc, le réchauffement de l'atmosphère, c'est 1% de l'énergie supplémentaire. 3% de cette énergie supplémentaire se traduit en fonte des glaces, et la fonte des glaciers, l'écoulement plus rapide de secteurs de l'Antarctique et la fonte en surface du Groenland rajoutent au volume de l'océan, et cela s'ajoute à l'expansion du volume de l'océan dans un climat qui se réchauffe. La montée du niveau de la mer est une conséquence directe de cet excès d'énergie qui s'accumule. Et on a également des progrès considérables pour parvenir à fermer, à comprendre cette évolution du niveau de la mer à l'échelle planétaire. Donc cette accumulation de chaleur, elle se manifeste par des changements rapides, généralisés et qui s'intensifient dans chacun des compartiments de la machine climatique. Donc plus d'émissions de gaz à effet de serre, une concentration qui continue à augmenter. Pour le dioxyde de carbone en 2022, on en est maintenant à 50% de plus que le niveau pré-industriel. Et cette concentration de CO2 dans l'atmosphère, elle est inédite sur plus de 2 millions d'années. Le recul des glaciers qui s'intensifie, rien que dans les Alpes suisses, 6% de perte de volume en 2022. Ce recul des glaciers est inédit depuis plus de 2000 ans. Le contenu de chaleur de l'océan augmente et il a augmenté sur ces dernières décennies à un rythme plus rapide que les décennies précédentes. Et enfin, si l'on prend le niveau moyen de la mer, donc il monte de plus en plus vite et cette augmentation elle est inédite sur plus de 3000 ans en termes notamment de vitesse de montée du niveau de la mer. Depuis 1900, la montée du niveau de la mer, elle représente à l'échelle planétaire une vingtaine de centimètres. Le rythme de montée du niveau de la mer est passé en moyenne sur la période 1901 à 1971 de 1,3 mm par an, à 1,9 mm par an de 1971 à 2006, et sur la période plus récente de 2006 à 2018, 3,7 mm par an. Cette accélération, c'est un des rares aspects de l'évolution du climat qui est marqué par une accélération. Elle est notamment due à une multiplication par 4 de la perte nette de masse du Groenland et de l'Antarctique qui s'est ajoutée au recul des glaciers et à l'expansion thermique de l'océan. Alors, un des indicateurs clés de l'état du climat pour la surface, c'est l'évolution de la température que je montrais tout à l'heure sous forme de barres de couleur. Donc, l'augmentation de la température à la surface de la Terre par rapport à 1850-1900 atteint 1,1 degré de plus, avec un rythme de réchauffement de l'ordre de 0,2 à 0,3 degrés de plus tous les 10 ans. Donc c'est une rupture sur plus de 2000 ans. On est en train de sortir de la plage des variations de température des derniers 11 000 ans, la période interglaciaire actuelle. Et enfin, donc, les travaux d'attribution de différentes méthodes, soit en simulant l'évolution du climat avec ou sans les différents facteurs par lesquels nos activités affectent le bilan d'énergie de la Terre, ou soit en quantifiant l'effet des émissions de chaque facteur sur le bilan radiatif de la Terre, puis la réponse du climat. Donc ces deux approches convergent et notre meilleure estimation est que 100% du réchauffement observé est la conséquence des activités humaines, l'effet réchauffant des gaz à effet de serre étant plus important et en partie contrebalancé par l'effet parasol refroidissant des particules de pollution au niveau planétaire. Sur la dernière décennie, ces deux facteurs ont joué dans le sens du réchauffement
une tendance à la baisse des émissions de particules de pollution, notamment en Europe et en Amérique du Nord, et toujours une hausse des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, le réchauffement est plus prononcé autour de l'Arctique et il est plus prononcé au-dessus des continents que la moyenne planétaire, donc plus important au-dessus de l'Afrique ou au-dessus de l'Europe que la moyenne planétaire. L'influence humaine sur le climat, elle est aussi établie pas uniquement sur les tendances à l'échelle planétaire ou des tendances graduelles, mais on est maintenant capable de discerner en quoi elle va rendre plus probable et plus intense des événements extrêmes. Alors c'est illustré sous forme d'hexagones. Donc par exemple, MED, c'est le pourtour de la Méditerranée, donc les continents du sud de l'Europe, du Proche-Orient et du nord de l'Afrique. Donc WCE, c'est l'Europe de l'Ouest. Donc chaque hexagone qui apparaît en rouge, c'est là où on discerne que l'influence humaine sur le climat a rendu la chaleur extrême plus intense et plus fréquente. Et les degrés, les petits points noirs indiquent le degré de confiance plus élevé avec 3 points noirs par rapport à un seul point noir. Donc le constat, il est très net. Dans un climat qui se réchauffe, on a des événements chauds plus fréquents et plus intenses sur la quasi-totalité des continents. À l'échelle planétaire et à l'échelle d'événements et de régions, on a également un climat plus chaud qui augmente les événements de pluie extrême. Alors c'est un enjeu considérable parce que pour les littoraux, donc dans un climat qui se réchauffe, l'atmosphère peut transporter 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement. Donc la même tempête aujourd'hui par rapport à la même tempête il y a 50 ans n'auront pas nécessairement les mêmes caractéristiques en termes d'intensité de pluie. Et cela augmente le risque d'inondation composite sur les littoraux, c'est-à-dire la même tempête entraînant une submersion et une augmentation des pluies records avec le double enjeu de se protéger de l'eau de mer et d'évacuer l'eau de pluie. Et puis enfin, un climat qui se réchauffe, c'est aussi un climat où dans de nombreuses régions, on observe une intensification des sécheresses agricoles, notamment parce qu'une atmosphère plus chaude va augmenter l'évaporation et la transpiration et donc vider plus rapidement les sols de leur humidité. Donc chaque région, en fait, elle est affectée par un ensemble de facteurs climatiques, des tendances, des événements, des extrêmes, générateurs d'impact. Et en dépit des efforts d'adaptation qui ont lieu partout, on observe des impacts généralisés pour la nature, par exemple mortalité d'arbres et dépérissement de forêts du fait de ces extrêmes chauds et secs plus fréquents et plus intenses, ou bien dégradation de récifs de coraux tropicaux du fait des vagues de chaleur marine plus longues, plus fréquentes et plus intenses, comme cet été en Méditerranée. On observe également la moitié des espèces étudiées sur Terre comme en mer qui se déplacent et ces dégradations d'écosystèmes. Des effets également sur la production alimentaire, notamment du fait des conditions chaudes et sèches, des effets sur les ressources en eau, sur la santé, notamment les effets des inondations, les effets de la chaleur extrême et sur les infrastructures. Un mot sur des événements récents, les pluies intenses au Pakistan. Cet été, on fait l'objet d'une étude d'attribution qui montre que sur 5 jours, l'augmentation des précipitations comporte une contribution qui peut être de l'ordre de 50% d'augmentation du fait de l'influence humaine sur le climat. Donc ce type d'analyse est conduit de plus en plus fréquemment et souvent quelques semaines après les événements à fort impact. On observe des risques de plus en plus complexes et difficiles à gérer. Et pour la montée du niveau de la mer, dans certaines régions, une augmentation des inondations chroniques à marée haute. Alors, un mot sur l'été 2022 en France. Il a été emblématique de conséquences du changement climatique qui s'aggrave. Donc, un été très chaud, avec une chaleur précoce, très longue, intense, typiquement 40 degrés en Bretagne. Des conditions sèches qui persistent, plus généralisées que les records précédents, avec des conditions majeures sur les écosystèmes aquatiques, mais aussi la qualité de l'eau dans les plans d'eau et des effets sur les bâtiments construits sur les sols argileux. 40 000 personnes déplacées du fait d'incendies majeurs. Les conditions propices aux incendies, chaudes, sèches et venteuses, s'intensifient dans un climat qui se réchauffe.
Des vagues de chaleur marine qui ont des effets majeurs sur la vie marine en Méditerranée, avec des températures qui ont atteint 30 degrés du côté de la Méditerranée occidentale. Et puis en montagne, un recul très marqué des glaciers, un dégel des sols gelés, ainsi que des événements de type orage intense pour lesquels il est plus difficile d'avoir une évaluation de la relation avec l'influence humaine sur le climat. C'est établi pour les pluies intenses. Et je pense que les événements notamment qui ont touché la Corse cet été devraient faire l'objet d'études d'attribution pour analyser le lien avec la température de la Méditerranée notamment. Donc les risques liés au climat, ils dépendent à la fois du niveau de réchauffement, puisque chaque incrément de réchauffement supplémentaire va continuer à intensifier les changements de certains facteurs générateurs d'impact, notamment chaleur extrême, pluie intense, sécheresse agricole, montée du niveau de la mer. Mais cela va interagir avec les vulnérabilités, avec environ 3,5 milliards de personnes qui vivent dans des contextes hautement vulnérables et des effets en cascade via la santé des écosystèmes et les effets sur les populations. Et puis, cela interagit aussi avec l'exposition, cela a été souligné tout à l'heure. On projette qu'autour de 2050, 1 milliard de personnes seront directement exposées aux multiples effets de la montée du niveau de la mer, donc les inondations chroniques à marée haute, l'augmentation des niveaux marins extrêmes et les effets pour les submersions, mais aussi l'érosion des côtes sableuses qui en résulte. Et enfin, les risques vont dépendre de nos réponses, avec une capacité à les limiter par des actions d'adaptation, par des réponses pour réduire les expositions et les vulnérabilités. Mais les formes de réponse qu'on définit comme de la maladaptation peuvent aussi exacerber certains risques ou provoquer de nouveaux risques. Alors, en ce qui concerne l'évolution future de la température et de la montée du niveau de la mer, le facteur dominant va être le cumul des émissions passées, présentes et futures de dioxyde de carbone, avec un message très net que pour parvenir à limiter le réchauffement, par exemple largement sous 2 degrés et proche de 1,5 degré, ce sont les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, la marge de manœuvre qui nous reste peut se traduire par un budget carbone résiduel. La marge de manœuvre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré est très restreinte, environ 500 milliards de tonnes de CO2. Si les infrastructures de production d'électricité fossile existantes sont utilisées jusque leur durée de vie initialement prévue, les émissions associées seront plus importantes que cette marge de manœuvre résiduelle pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc l'inertie, en fait, la plus importante n'est pas celle du fonctionnement du climat. On estime que quand on atteint des émissions de CO2 à zéro net, il n'y a quasiment pas de réchauffement supplémentaire. L'inertie la plus importante, c'est notre capacité à transformer nos infrastructures, à ne pas installer d'infrastructures émettrices de gaz à effet de serre et à transformer plus rapidement celles qui existent. Donc ce sont les émissions à venir qui vont déterminer le niveau de réchauffement à venir. Et là, les résultats que je présente ne sont pas les résultats bruts de modèles de climat, mais ils sont les résultats des modèles de climat contraints par notre meilleure estimation de la réponse du climat, qui s'appuie sur les connaissances issues des climats passés, les contraintes issues des observations et la compréhension des différentes boucles de rétroaction. Donc c'est quelque chose qui a permis de réduire quasiment d'un facteur 2 l'incertitude sur la réponse du climat. Donc dans les prochaines décennies, on s'attend à atteindre et dépasser un niveau de réchauffement d'1,5 degré en moyenne sur les prochains 20 ans. Ça veut dire que d'ici environ à 2030, pour chaque année, on estime que la probabilité d'être au-delà d'1,5 degré de plus que le climat pré-industriel sera de l'ordre de 50% pour chaque année. À horizon 2050, on peut éviter d'atteindre un niveau de 2 degrés de réchauffement ou le dépasser, et cela va dépendre des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre à venir. La seule manière de pouvoir limiter le réchauffement futur, c'est une baisse forte des émissions de CO2. Et au moment où on atteindra des émissions de CO2 qui seraient à zéro net, alors, à cette condition, la partie du réchauffement due au CO2, qui est celle qui domine, se stabilisera. Donc,
Vous pouvez utiliser l'atlas interactif du GIEC pour naviguer dans les conséquences, les caractéristiques des facteurs générateurs d'impact pour chaque région en fonction des trajectoires d'émissions, du niveau de réchauffement planétaire ou de l'horizon temporel. Chaque incrément de réchauffement supplémentaire, ça veut dire en fait on va monter le curseur dans chaque région sur le niveau de réchauffement moyen, notamment du côté de l'Arctique. Et chaque incrément de réchauffement supplémentaire, il va aussi se marquer par une intensification du cycle de l'eau, avec dans les régions froides une tendance à l'augmentation des précipitations en moyenne annuelle, mais dans les régions de climat méditerranéen et au sud de l'Afrique, une baisse de la pluviométrie proportionnelle en fait au niveau de réchauffement planétaire. Et quand je parle d'intensification du cycle de l'eau, c'est aussi une intensification de sa variabilité avec une augmentation de la sévérité des saisons et des événements très secs et très humides. Donc c'est aussi des périodes plus longues sans pluie et une augmentation des précipitations concentrées en quelques heures. Donc le message là, il est nous avons des connaissances, des incertitudes, mais des connaissances sur les caractéristiques multiples d'un climat qui change dans chaque région. Et l'enjeu, c'est d'arriver à s'appuyer sur ces connaissances sur les évolutions à venir pour agir par anticipation, de sorte à limiter les risques. Une illustration très nette de l'effet de chaque incrément de réchauffement supplémentaire, c'est sur l'occurrence de températures extrêmes chaudes. Les événements qui se produisaient une fois par 50 ans entre 1850 et 1900 sont déjà 5 fois plus fréquents. Pour un niveau de réchauffement planétaire d'1,5 degré, ils sont 9 fois plus fréquents et 14 fois plus fréquents pour un niveau de réchauffement de 2 degrés. Et en cas de l'éventualité qui est associée à une plausibilité aujourd'hui plus réduite, d'avoir un niveau de réchauffement qui atteindrait 4 degrés en fin de siècle, les événements qui étaient rares à la fin du siècle dernier seraient quasiment annuels. Donc, en Europe, je prends cet exemple ici, on a une adaptation qui progresse, mais qui demeure insuffisante pour faire face à la rapidité des changements. Et en fait, c'est le cas dans toutes les régions du monde. Vous trouverez sur les sites du GIEC des fiches de synthèse régionale en 2 pages sur les caractéristiques physiques qui changent et qui vont continuer à changer dans chaque région, mais aussi sur l'analyse des impacts et des risques associés pour chaque région à cette évolution du niveau de réchauffement planétaire. Donc pour l'Europe, les risques majeurs sont associés aux extrêmes chauds, leurs effets pour le stress thermique pour la santé humaine, mais aussi pour les écosystèmes marins et terrestres, leurs effets sur les pertes de production agricole, des conditions chaudes et sèches, l'augmentation du risque de pénurie d'eau et ses effets en cascade, et enfin un ensemble de risques d'inondation, par ruissellement de pluies extrêmes exacerbées par l'imperméabilisation dans les villes, le risque d'inondation par débordement de cours d'eau, et enfin le risque d'inondation du fait de la montée du niveau de la mer. Donc ce risque-là augmente au cours de ce siècle et des siècles suivants, avec des enjeux particuliers par rapport aux infrastructures et au patrimoine qui a été historiquement positionné sur le littoral. Chaque incrément de réchauffement supplémentaire va aussi affecter les écosystèmes et la biodiversité. Pour les écosystèmes terrestres et aquatiques, le risque de perte de biodiversité est multiplié par 10 entre un niveau de réchauffement d'1,5 degré et de 3 degrés, avec des effets sur la structure des écosystèmes, des effets par exemple sur les forêts en termes de mortalité d'arbres et d'augmentation des incendies de forêt, qui peuvent se traduire par une érosion de l'efficacité des puits de carbone. Le puits de carbone terrestre absorbe chaque année environ 31% de nos émissions de gaz à effet de serre. Des enjeux également importants pour les écosystèmes marins de tout type, notamment les récifs de coraux d'eau chaude, mais aussi les forêts de laminaires, que vous connaissez bien au large des côtes bretonnes, mais aussi des espèces que l'on trouve dans les herbiers côtiers, en surface, sur les côtes rocheuses et dans les marais salés. Et donc le message qui ressort des rapports du GIEC, c'est cet enjeu à enlever les autres facteurs de stress des écosystèmes, agir au maximum pour les protéger, les conserver et les restaurer, avec des enjeux notamment de solutions qui sont fondées sur la nature et par la restauration des écosystèmes côtiers peuvent permettre
de limiter les conséquences de la montée du niveau de la mer dans une plage limitée de montée du niveau de la mer, typiquement pour un niveau de réchauffement planétaire jusqu'à 1,5 degré. Alors, en ce qui concerne les évolutions futures de la montée du niveau de la mer, les projections qui sont représentées ici sont cohérentes avec les projections d'évolution de la température à l'échelle planétaire, donc avec l'utilisation d'émulateurs qui permet d'aborder chaque contributeur à la montée du niveau de la mer de manière cohérente. Donc, à horizon 2050, peu de sensibilité aux trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Les émissions passées du fait du temps de réponse des glaciers, des dizaines d'années, de l'océan profond, des siècles, mais aussi de la réponse du Groenland et de l'Antarctique. Les émissions passées ont déjà acté plusieurs dizaines de centimètres de montée du niveau de la mer à l'échelle de plusieurs siècles. Mais au-delà de 2050, vous voyez aussi que ce sont les trajectoires d'émissions et le pic de réchauffement qui va déterminer l'ampleur et la vitesse de la montée du niveau de la mer. Donc, réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre, limiter le pic de réchauffement, c'est ce qui permet d'éviter des accélérations supplémentaires de montée du niveau de la mer et donne plus de marge de manœuvre, plus de temps et plus d'options pour l'action sur le littoral pour limiter les conséquences, notamment pour les sociétés humaines. Vous voyez également que nous représentons ici en pointillé une éventualité dont la probabilité d'occurrence est faible ou inconnue, tenant compte des processus associés à une incertitude profonde, notamment pour la réponse dynamique de secteurs de l'Antarctique. Donc, au-delà des plages probables qui sont rapportées ici, en cas de scénario d'émissions très élevées de gaz à effet de serre, mais aussi dans le cas d'un scénario d'émissions basses de gaz à effet de serre, vous trouverez dans le rapport du groupe 1 du GIEC l'estimation du risque, on va dire, physiquement maximum plausible. Et cette information nous a été demandée notamment par les gestionnaires d'infrastructures critiques qui ne cherchent pas que la plage la plus probable, mais aussi les queues de distribution qui seraient associées à des risques considérables pour ces infrastructures critiques. À horizon de 2300, vous voyez que selon des émissions de gaz à effet de serre basses ou très élevées, nous sommes sur des plages de plusieurs mètres de montée du niveau de la mer. En cas de déclenchement de processus d'instabilité dynamique de plusieurs secteurs de l'Antarctique, on ne peut pas exclure une montée de l'ordre d'une quinzaine de mètres en cas d'émissions très élevées de dioxyde de carbone à horizon 2300. Et à horizon de 2000 ans, si le pic de réchauffement atteint 2 degrés, la montée du niveau de la mer serait de l'ordre de 2 à 6 mètres. Si le pic de réchauffement ce siècle est à 3 degrés, on ne peut pas exclure, on projette en fait une montée du niveau de la mer sur 2000 ans de l'ordre de 4 à 10 mètres. Donc on peut parler de notre héritage à très long terme qui aura des implications majeures sur l'ensemble des littoraux du monde. Et ces projections de montée du niveau de la mer à très long terme, 2000 ans, 10 000 ans, nous avons une confiance élevée parce qu'elles sont cohérentes avec les informations que l'on tire des périodes géologiques passées, chaudes, et des contraintes issues des données paléoclimatiques sur la réponse du niveau de la mer à long terme pour ces niveaux de réchauffement. Donc, à l'échelle régionale, pour environ 2/3 des littoraux, la montée régionale du niveau de la mer est dans une plage de 20% par rapport aux projections mondiales. Donc, la montée régionale du niveau de la mer, elle augmente l'intensité et la fréquence des inondations côtières pour les zones basses et l'érosion côtière pour la plupart des côtes sableuses. Donc, quand le niveau moyen de la mer monte, cela va augmenter en interagissant avec les marées records de l'année, l'occurrence en fait d'inondations chroniques à marée haute, et en interagissant avec les tempêtes rares, les tempêtes de la décennie, les tempêtes du siècle, cela va entraîner une augmentation des records de niveau marin. Quand on regarde ce qui était dans le siècle passé, le niveau marin record du siècle, grâce notamment aux marégraphes, et que l'on projette sur ces sites équipés de marégraphes la montée régionale du niveau de la mer, on estime que pour 20 à 30% des sites équipés de marégraphes, les événements records du siècle passé
deviendrait annuel pour 20 à 30% de ces sites. À horizon 2100, on estime que ce serait annuel pour 60 à 80% des sites équipés de marégraphes. Les projections régionales, vous les trouverez sur le site de la NASA qui s'appuie sur les projections faites par le groupe 1 du GIEC pour rendre accessibles les projections en fonction de l'horizon temporel et du scénario pour tous les sites équipés de marégraphes. Et vous voyez sur cette carte le défi qui est considérable du fait d'un manque de marégraphes, notamment le long des côtes africaines. Ces équipements, ils sont essentiels, pas uniquement pour la prévision du risque, comme ça a été souligné tout à l'heure, mais aussi pour être davantage capable de projeter les conséquences locales de la montée du niveau moyen des mers sur l'occurrence également d'événements extrêmes. Alors, je termine sur les options d'action brièvement. L'adaptation, elle est inévitable. Elle est essentielle puisque une partie du réchauffement climatique va se poursuivre pendant quelques décennies, et notamment pour le littoral, parce que la montée du niveau de la mer va se poursuivre à l'échelle de siècles et de millénaires. De nombreuses options d'adaptation sont faisables, efficaces et présentent de multiples bénéfices, notamment en termes de bien-être, avec un ensemble d'options d'ingénierie, de solutions qui peuvent être fondées sur la nature, par exemple la restauration des écosystèmes côtiers. Cela s'appuie aussi sur les systèmes d'alerte précoce, la gestion des risques de catastrophes, les services climatiques en appui à la construction des différentes réponses, et enfin les filets de protection sociale et tous les aspects de mutualisation de risques. Et le rapport du groupe 2 du GIEC souligne que les flux financiers sont insuffisants, et notamment pour ceux qui sont dans les contextes les plus vulnérables. Il souligne également les enjeux à éviter la maladaptation, notamment les ouvrages de protection en dur, type digue, sont souvent une réponse qui semble évidente, mais elles offrent une protection limitée face à une montée du niveau de la mer qui va se poursuivre. Elles peuvent conduire à concentrer des infrastructures et des biens derrière ces ouvrages de réduction de risque, et lorsque leur capacité est dépassée, conduire à davantage de pertes et de dommages. Pour le littoral, les deux seules options qui évitent l'augmentation des risques sont de ne pas construire au niveau de la mer ou de planifier un repli stratégique. Les autres options ne permettent que de retarder les risques, avec à chaque fois des limites qui sont présentes. Et enfin, dans les rapports du GIEC, on souligne l'importance de la co-construction d'une information climatique en appui à la prise de décision, donc qui s'appuie sur les observations, les modèles et leurs limites, l'évaluation de leurs capacités, l'étude des connaissances scientifiques, mais aussi la compréhension des processus avec le jugement d'experts du climat, tout en s'appuyant également sur les connaissances des acteurs de terrain, sur l'évaluation de leurs besoins d'information, les connaissances locales, de sorte à co-construire et distiller une information climatique qui soit pertinente et utile par rapport aux besoins des utilisateurs. Et ce que l'on souligne, c'est le besoin de cette co-construction, notamment pour les systèmes d'alerte précoce, en appui à la réponse des collectivités locales. Et en ce qui concerne les services climatiques et ce processus de co-construction de connaissances utiles, un enjeu considérable à les rendre accessibles, à les rendre abordables, et de sorte à ce qu'ils soient pertinents, notamment pour les populations qui vivent dans les contextes les plus vulnérables. Et c'est un des aspects qui est important pour réduire le décalage entre les niveaux actuels d'adaptation et les niveaux nécessaires pour réduire les risques. Et enfin, pour parvenir à limiter le réchauffement et éviter une accélération supplémentaire de la montée du niveau de la mer, l'enjeu, c'est bien sûr d'agir sur les causes, c'est-à-dire les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Les politiques publiques mises en place dans le monde en 2020, s'il n'y a pas davantage d'action, elles conduiraient à une légère augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Les trajectoires permettant de limiter le réchauffement sous 2 degrés, elles sont en vert, et celles qui permettraient de limiter le réchauffement à un niveau proche d'1,5 degré, elles sont en bleu. Et enfin, les promesses actualisées par les États l'année dernière, avant la guerre en Ukraine, lors de la COP26, si elles se réalisaient toutes à horizon 2030,
elle n'enclencherait qu'une légère baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez ce décalage entre ce qui serait nécessaire et ce qui est actuellement mis sur la table. Néanmoins, les rapports du GIEC soulignent et passent en revue le fait qu'il existe des solutions dans chaque secteur d'activité qui permettraient de réduire de moitié les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2030, avec des solutions dans le secteur de l'énergie, notamment la montée en puissance des énergies renouvelables, qui ont le potentiel de diminution le plus important avec des coûts qui peuvent être abordables. Dans le secteur également de l'utilisation des terres, avec par exemple une action forte pour davantage stocker de carbone, ralentir en fait les changements d'usage, restaurer les écosystèmes dégradés, mais aussi l'évolution des pratiques alimentaires. Du côté des bâtiments, des enjeux considérables sur leur efficacité d'utilisation de l'énergie et des enjeux également extrêmement importants du côté des transports avec de multiples leviers d'action qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées aux besoins de mobilité, avec notamment les enjeux de mobilité active, de véhicules performants, de transport en commun. Et enfin, je termine sur ce volet, les rapports du GIEC soulignent que dans ces leviers d'action, il y a aussi tout ce qui permet de rendre accessibles des styles de vie sobres en carbone, avec des approches de ce que l'on évite, de ce que l'on remplace, de ce que l'on améliore. Et ces leviers d'action sur la sobriété qui sont en fait des mesures et des pratiques qui permettent d'éviter des demandes en énergie, en matériaux, en utilisation des terres et en eau, tout en permettant à chacun de vivre décemment dans le respect de limites planétaires. Le potentiel, en fait, il est d'environ 40 à 70% des baisses nécessaires d'émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2050, avec, en bougeant davantage et en mangeant mieux, des enjeux considérables d'amélioration de la qualité de vie ou de la santé. Donc les rapports du GIEC, ils soulignent, face à l'évolution du climat, face à ses conséquences irréversibles et à long terme, notamment la montée du niveau de la mer, à quel point c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir du fait de la gravité des impacts qui sont déjà observés, mais aussi du fait de solutions qui sont disponibles, faisables, et qui demandent à être coordonnées et mises en œuvre, avec des enjeux énormes en fait de réorienter les financements. Donc chaque décision compte et ces points de décision peuvent permettre de choisir et de mettre en œuvre des transformations justes. Nous sommes devant des enjeux de transformation, soit nous les choisissons et nous les mettons en œuvre, soit nous les subissons dans un climat qui se réchauffe, avec une étroite fenêtre d'opportunité qui se referme rapidement et des menaces qui sont croissantes et très sérieuses, notamment pour la santé planétaire et le bien-être. Merci de votre attention. Oui, merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Oui, merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Nous allons passer à la séance questions. Donc, est-ce que nous avons une question dans le lieu d'audience avant de passer à celle du chat, s'il vous plaît? Peut-être qu'on va passer à une question du chat alors, s'il vous plaît. Bonjour Valérie, on a une question de Julie. Est-ce que les effets de la hausse de la température se ressentent davantage sur Terre ou dans l'océan en termes de perturbations, de biodiversité, etc. Alors en fait, donc, du côté terrestre, on va dire que chaque écosystème ou chaque société humaine, elle va avoir des seuils de tolérance qui peuvent être variables. Et donc, c'est lorsque ces seuils de tolérance sont dépassés qu'on observe des impacts qui peuvent être très graves. Je veux souligner par exemple une estimation en France pour l'été dernier d'une surmortalité d'environ 11 000 personnes. On attend encore l'analyse de Santé publique France, mais ça illustre en fait une vulnérabilité notamment de personnes fragiles, âgées, par rapport à une chaleur intense ou longue. Du côté marin, les facteurs qui affectent les écosystèmes ne sont pas que les vagues de chaleur marine, mais ce sont aussi le fait que dans un océan qui se réchauffe et qui se mélange moins, on a aussi une perte d'oxygène dans les couches supérieures de l'océan.
qui s'ajoute aussi à son acidification. Les premières analyses, notamment pour la Méditerranée, commencent à être mises en ligne par les biologistes marins. Et l'expression qu'ils utilisent pour une vague de chaleur à 30 degrés en Méditerranée, assez longue, record, c'est une forme d'incendie invisible sous-marin avec des mortalités spectaculaires, par exemple d'organismes comme des gorgones. Donc, le niveau de tolérance ne sont pas les mêmes pour les différents organismes, pour les différents écosystèmes, mais une fois que des effets de seuil sont dépassés, on peut avoir des effets qui sont considérables. Je pense également actuellement en Amérique du Nord à simplement une fermeture de la pêche pour le crabe arctique, parce qu'en fait, il y a eu un effondrement de l'écosystème de manière assez spectaculaire. Merci beaucoup pour la réponse. Une seconde question peut-être, on a le temps? Oui. Valérie, nous avons une question dans l'audience. Oui, merci beaucoup. Moi, je représente un mouvement citoyen, donc je ne suis pas un expert, je ne suis pas climatologue. Donc ma question ne s'adresse pas forcément directement à vous, Madame Valérie Delmotte. Moi, j'entends au niveau des projections de montée du niveau de la mer, que j'entends Monsieur Schul, je crois, qui a parlé de entre 40 cm et 2,50 m. Moi, quand j'entends parler de 40 cm, je suis mal à l'aise parce que la réalité, à mon avis, sera bien pire. Alors, au-delà du discours des scientifiques que vous représentez, moi, ce que j'aimerais, c'est entendre les scientifiques dire à quel niveau de préparation il faut donc préparer le pays pour 2100. Alors, c'est une question qui est plutôt dans l'engagement de l'action, non pas dans la prévision scientifique, mais au niveau de dire à quel niveau de préparation il faut donc envisager le pays pour 2100. Moi, j'entends Israël qui parle de plus de mètres. Autrement dit, quand Israël parle de plus de mètres, ils disent on va préparer le pays à plus de mètres. Les Pays-Bas disent aussi, on envisage dire de préparer le pays à plus de mètres. On n'est plus dans la prévision scientifique et dans les modèles, mais de dire concrètement, voilà, il faut nous donner maintenant un horizon et ça c'est le thème de ma campagne nationale, réviser notamment la circulaire du 27 juillet 2011 qui dit 60 cm et qui pour moi est très très insuffisante. Merci. Alors oui, je pense que notamment les évaluations qui ont été publiées l'année dernière par le groupe 1 du GIEC doivent être prises en compte attentivement pour réactualiser donc la préparation. Et votre commentaire portait aussi, donc, il portait pas seulement sur l'ampleur de la montée du niveau de la mer à intégrer, il portait aussi sur le niveau de préparation. Moi, j'étais dans les Côtes d'Armor cet été. Je suis vraiment très frappée du décalage entre les enjeux à venir, qui ne vont faire que croître, et l'action concrète, l'information aux populations qui est transmise et qui reste très très limitée. On est encore devant des situations où on construit au ras de la mer et moi je ne fais que projeter les pertes et les dommages associés. Okay, merci beaucoup. Peut-être une dernière question du chat avant de prendre la pause. Ah, pardon. Ah, désolé, il y a une question dans l'audience. Merci. Oui, bonjour. J'ai une question sur l'accélération, le rythme de l'élévation. On a vu que pour l'instant, ce qu'on observe, c'est une accélération. Si on regarde un peu les projections, disons milieu de la route, SSP2 4.5 sur les 100 prochaines années, on a un peu le sentiment qu'on serait peut-être un peu plus sur un rythme linéaire plutôt que exponentiel ou parabolique. C'est aussi votre sentiment ? En fait, l'incertitude, elle porte essentiellement sur la réponse de secteurs potentiellement instables de l'Antarctique. C'est-à-dire que la partie océan, la partie glacier, la partie Groenland, elle est relativement bien contrainte. Et quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre, le facteur qui peut conduire à une accélération supplémentaire, comme illustré tout à l'heure sur la courbe en pointillé, c'est le déclenchement d'instabilité de secteurs de l'Antarctique. L'incertitude, elle reste profonde. Et pour moi, en fait, le message que j'aurais envie de faire passer, c'est le besoin d'avoir des systèmes de surveillance, d'être capable d'avoir des méthodologies permettant de discerner si, en fait, le déclenchement d'une telle instabilité est à l'œuvre. Pour l'instant, il n'y a pas encore de consensus, on va dire, dans la communauté scientifique sur les méthodes permettant d'en être certain, je dirais, à partir d'observations et de la compréhension des processus. Et donc, l'autre volet, c'est être capable
de réactualiser en fait les informations utilisées en appui à la prise de décision avec un pas de temps de l'ordre de 5 à 10 ans, tenant compte des connaissances vis-à-vis de cette situation, notamment du côté de l'Antarctique. Merci beaucoup Valérie. Donc nous allons clore cette première partie de session. Encore merci Valérie. Et je vous donne rendez-vous à 11h pour poursuivre la session 1 avec les présentations scientifiques. Merci beaucoup. Merci.